Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Aymeric, sois le bienvenu dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys. Merci. Je suis très content de te recevoir, même si c'est toi qui me reçois dans les locaux de Frishti, parce que je suis enfin content de pouvoir refaire des épisodes en live avec mon invité. Et du coup, j'aimerais bien que, avant de commencer, tu te présentes pour qu'on sache un peu qui tu es, s'il te plaît. Eh bien, bonjour à toi. Donc, je suis Aymeric Joubert, lead designer à Frishti. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Frishti, c'est une boîte de livraison de food, donc de plats et de courses en moins de 15 minutes. Pour revenir un petit peu sur mon parcours et sur moi-même, j'ai commencé au tout début. En fait, j'ai jamais fait vraiment de design à la base. En fait, moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était artistique. Et donc, j'ai fait des études bac L, art plastique, etc. Ensuite, j'ai fait une licence d'art, lettres et langues. J'étais parti pour être prof d'art plastique, quoi. Vraiment, c'était mon truc. J'aimais bien enseigner les arts et tout. Et en fait, quand j'étais en licence d'art, lettres et langues, il y avait un cours qui s'appelait art numérique à l'époque. Le fameux. Ouais, c'est ça, le fameux art numérique. Et en fait, on faisait genre du flash AS2. C'était assez marrant. Et en fait, j'ai adoré. Genre, vraiment, c'était, je faisais des sites, j'apprenais des trucs à la prof, quoi. Vraiment, j'étais à fond dedans, quoi. Et en fait, là, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux créer, mais sur l'ordinateur, quoi. C'est un truc j'aime bien les ordinateurs. J'aime bien créer. Je vais mixer les deux, quoi. Et là, j'ai commencé à regarder un peu des formations qui faisaient ça. Il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait une formation, c'était les BTS multimédia, ça s'appelait comme ça. Depuis, ça a changé de nom. Et j'ai réussi à rentrer là-dedans dans un peu parce que je connaissais rien au domaine, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire comme formation, etc. Donc je suis rentré là-dedans et je me suis un peu, c'était hyper intéressant. On faisait un peu de web, un peu d'app, parce qu'il y avait l'iPhone qui venait d'arriver, donc c'était un peu nouveau. On faisait des trucs en skeuomorphisme avec du bois de partout, quoi. C'était assez marrant. Et il y avait aussi de l'After Effects. Et moi, à ce moment-là, en fait, je me formais vraiment tout seul. En fait, je m'étais bloqué un été et je m'étais dit, attends, je vais apprendre Photoshop en 2 mois. Et au bout de 2 mois, je savais maîtriser Photoshop. Et l'été d'après, c'était même pas les étés, c'était les vacances scolaires. Je m'étais dit, ok, maintenant, je veux faire de l'After Effects. Et donc, je m'étais bloqué tout seul. Je me dis, ok, maintenant, je vais maîtriser After Effects. Et donc, je tournais des trucs dans mon jardin. Je faisais des montages avec des fonds verts, des incrustations. Genre, je faisais exploser ma voiture. C'était assez marrant. C'est là où je me suis un peu formé un peu tout seul sur comment maîtriser les outils d'ordinateur, etc. Et en même temps, j'avais eu mon premier iPhone, c'était l'iPhone 3GS. Et comme j'adorais, je me suis dit, tiens, je vais commencer à designer un peu des applications. Et genre, tous mes projets de BTS, on faisait un peu tout ce qu'on voulait à chaque fois, c'était assez libre. Je faisais que des apps. Je me suis dit, je vais faire des apps, je vais faire à fond ça. Et à la fin de mon BTS, donc c'est très bien passé. Là, je savais pas quoi faire, quoi. Donc j'étais dit, ok, comment je continue, quoi. Et donc là, j'ai postulé à un diplôme supérieur d'art appliqué, c'est DSA. J'ai tout fait dans le public, même si je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de formations privées qui sont bien mieux que ce qu'il y avait à l'époque, mais il y avait vraiment rien, quoi. Donc là, j'ai postulé au DSA de Boulogne-Billancourt. Donc, diplôme supérieur d'art appliqué dans le multimédia. Ça s'appelait toujours multimédia. Vraiment, c'était multimédia. Et j'ai été pris. C'est le seul où j'ai postulé. J'ai été pris. Vraiment, je sais pas du tout. Je savais pas quoi faire si j'étais pris. Et arrivé au DSA, en fait, ils AB-testaient d'une certaine manière l'alternance dans le diplôme supérieur d'art appliqué dans le public. Et c'était le premier qui faisait en alternance. Et donc je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir en même temps faire mon DSA et surtout travailler en entreprise. Et là, un peu par hasard, j'ai réussi à être pris en vrai, je ne sais même plus comment, à Marcel, l'agence Marcel. Et donc, grande agence de publicité. Mais en fait, là-bas, moi, je faisais que des bannières de pub. Mais je savais faire du Flash, donc je faisais sous Flash. Mais c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre comment ça fonctionnait. En fait, j'étais un peu spectateur. Je faisais pas un truc qui était très impliquant, mais j'étais vraiment spectateur.
Et j'étais, comme toujours, dans un mode de je vais apprendre le maximum que je peux et faire ce que je peux. Et j'étais à fond. Comme les gens voyaient que j'étais à fond, on m'avait donné aussi des petits sites à faire. Donc les DA, ils passaient, ils voyaient que j'étais à fond, ils me donnaient des petits sites. Donc le premier site que j'avais fait, c'était pour Roventa, un questionnaire pour savoir si tu pouvais utiliser l'épilateur ou pas. C'était pas de ouf, c'était hyper moche ce que j'ai fait. Mais c'était hyper intéressant parce que je commençais à mettre un peu les mains à la pâte. Tu vois, je me dis, j'adore faire ça, je continue à faire ça. Et après un an, j'étais vraiment, je voulais passer DA, quoi. Je voulais arrêter de faire des bannières. Et ils voulaient pas parce que c'était compliqué toujours, etc. Donc en fait, je suis parti de Marseille et je suis allé à TBWA, là en tant que DA junior, donc en alternance toujours. Alors généralement c'était pas quelque chose qui se fait de quitter son alternance en plein milieu de son alternance, donc ils n'avaient pas trop l'habitude. En plus, comme c'était tout nouveau mon DSA, ils comprenaient rien, donc en fait je gérais tout un peu moi-même. J'avais fait mon planning, c'est moi qui avais créé mon planning de dire ok, là je suis à l'école, là je suis en alternance, et finalement c'était très avantageux pour l'entreprise. Et à TBWA, là DA junior, et vraiment junior quoi, junior. Et ce qui était hyper intéressant, c'est dès que je suis arrivé, on m'a donné un appel d'offres pour AXA. Vraiment, Les assurances. C'est ça, les assurances AXA. Et j'ai fait un truc. Franchement, quand je le revois avec l'époque, c'était impossible à développer. C'est vraiment un damier que tu scrollais dans tous les sens avec des dalles qui s'ajustaient en fonction de ton profil d'assureur. Enfin, un truc qui est vraiment très loin. C'était purement idée, quoi. Et on a gagné l'appel d'offres avec ça. J'arrivais. Donc, tous étaient très impressionnés. Oh, on a gagné l'appel d'offres. Franchement, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être c'est le fait que ce soit nouveau, ma vision, genre hyper jeune, vraiment assez pure du truc, tu vois. En tout cas, on a gagné. Et à partir de là, en fait, on m'a donné un peu des projets de plus en plus gros. Et donc, j'ai pu faire Donc, c'était toujours des appels d'offres, hein, parce que généralement, c'était un senior qui reprenait derrière pour passer au propre. Et heureusement d'ailleurs. Mais parce que du coup, moi n'étant pas vraiment familier avec les agences, toi, quand tu fais ça, quand tu fais un appel d'offres en tant que DA, ton but c'est juste de faire une présentation, on va dire, d'un site internet ou d'une application, de la designer rapidement, de la designer, de la présenter, de pitcher. En gros, quand tu fais un appel d'offres, on en parlera après parce que justement c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir après des agences. Mais en gros, quand tu fais un appel d'offres, le but c'est il faut vendre, faut gagner l'appel d'offres. Et donc, tu as tendance à faire quelque chose aussi qui montre tout ton potentiel créatif et de dire, regardez, moi, je suis meilleur que les autres, je sais faire quelque chose d'assez fou, quoi. Et à l'époque, c'était un peu ça. Des fois, peut-être encore un peu aujourd'hui, mais tu as tendance à faire des choses, dire, voilà, regardez, ça va prouver ta créativité, quoi. Donc, si je comprends bien, un truc qui n'est ni techniquement faisable et qui ne répond à aucun besoin utilisateur. Un peu, des fois. T'as quand même, si tu réponds quand même besoin, mais on va dire, il y a 10 ans, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. C'est les agences qui s'occupaient des sites internet, c'était assez peu internalisé, donc tu faisais ça, après tu faisais externaliser avec des devs, etc. Enfin, en tout cas, moi dans les agences où j'étais. Et le but de l'appel d'offres, c'était aussi de gagner l'appel d'offres, quoi. Donc des fois, le problème des choses qui sont trop réelles, c'est que ça envoie pas trop de rêve, et si l'autre d'à côté envoie du rêve, forcément, peut-être que lui va être plus sélectionné que toi. Donc tu avais ça, et donc je me souviens, il m'avait mis aussi sur l'appel d'offres de la Marine nationale, qui pour moi était genre complètement fou, quoi. J'imaginais des trucs avec des kinettes sur la place de la République où les gens interagissaient avec un bateau. Enfin, vraiment, j'ai aucune idée de comment c'était possible de faire ça, tu vois. Mais on se disait, voilà, on a un gros budget, on va faire. Au pire, on trouvera après comment on fait, quoi. Et c'était hyper enrichissant. Donc du coup, quand tu disais que t'étais DA, en fait, tu faisais pas que de la création numérique. Tu faisais aussi une sorte de réflexion de comment tu allais utiliser le service numérique. Avant, en tout cas, le métier de product designer, moi, le mot n'existait pas, tu vois, c'était DA digital. Et le DA digital, en vrai, il faisait lui et il réfléchissait à toute l'expérience en elle-même, quoi. C'était complètement global. D'accord. Et ce qui était hyper intéressant, parce que tu réfléchissais de A à Z à l'élément, quoi. Moi, je trouve ça hyper enrichissant, justement, tu apprenais beaucoup. Et même tout le monde s'adaptait un peu parce que c'était en pleine explosion, tu vois, ça continuait encore aujourd'hui, tu vois, mais il y avait quelque chose il y a une dynamique derrière, quoi.
c'était hyper riche. Et j'ai beaucoup appris. Et surtout, un appel d'offres. Tu m'as posé la question tout à l'heure, mais en vrai, ton site, tu le fais en assez peu de temps. Des fois, tu as une semaine. Voilà. Tu dois faire la home, une page intérieure, par exemple. Tu vois. Ou peut-être d'autres pages, etc. Et tu te retrouves à développer des skills de vitesse pour produire des trucs. Et tu sais, tu commences à développer aussi des réflexes, de dire, OK, moi je sais quel typo marche bien, quelle hiérarchie marche bien, j'ai un référentiel d'images que je peux utiliser au cas où pendant ma talk, parce que généralement, tu as assez peu de ressources. Genre, des fois, ça arrive, tu as de la chance, tu as des images, etc. Mais je me souviens, avant, tu avais assez peu de choses. Et ça, c'était hyper intéressant. Et donc après, je suis resté à TBWA, ils m'ont pris. Suite à TBWA, je me suis dit, bon, je vais aller dans peut-être une boîte qui fait que du web un peu plus petite. Et donc là, je suis allé aux Argonautes, qui étaient vraiment beaucoup plus petits. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis d'être plus autonome, on va dire ça comme ça. Mais les projets étaient assez peu challengeants. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est peut-être un peu trop petit pour moi. Et donc, j'ai cherché à bouger. Et là, je suis allé à l'agence Babel. Donc, toujours dans les agences, hein, vraiment, à chaque fois. Agence Babel qui faisait monter son pôle digital. Donc là, pareil, hyper intéressant. Donc, on fait des appels d'offres, on développe les sites, etc., etc. Toujours la même mécanique. Tu développes des skills de rapidité où tu fais des appels d'offres, des AO jusqu'à minuit, 1h du matin avec d'autres collègues qui sont eux sur notre appel d'offres. Ça finit en apéro le soir, mais c'était assez cool. Donc ça fonctionne bien quand t'es jeune. En tout cas, moi, c'était assez cool quoi, comme ambiance. Et en fait, arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que, par exemple, toutes mes références, quand je m'inspirais, etc., ça venait de boîtes qui étaient Spotify, par exemple, Uber, Airbnb, où toutes les choses étaient internalisées et je m'inspirais de leurs features, etc. Je me suis dit, bah attends, c'est bizarre parce que avant, quand j'ai commencé, je m'inspirais souvent des agences, de ce que faisaient les agences, parce que les agences faisaient des gros sites comme ça, etc. Et en fait, je sais pas, je me suis dit à un moment donné, c'est bizarre, maintenant je m'inspire plus des mêmes choses. Et en parallèle de ça, j'avais travaillé avec mon ancien directeur de création de TBWA. On a monté une petite startup qui s'appelait Pulp, qui était hyper intéressant, puisque en fait, c'est lui qui avait l'idée, et il est venu me voir et on a travaillé ensemble. Je pense qu'il a vu que j'étais assez intéressé par le monde des applications. Et pour monter une petite application sociale qui s'appelait Pulp. L'objectif de Pulp, c'était de créer des feeds vidéo dans les lieux. Donc par exemple, là on est à Frishti, mais en fait toutes les vidéos qui étaient prises à Frishti, ça créait un long feed de vidéos et tu pouvais voir ce qui se passe dans le lieu. Et l'idée c'était de multiplier les points de vue, on te dire bah en fait t'es dans un bar, tu sais pas dans quel bar aller, bah tu vas checker autour de toi et tu vas pouvoir voir presque en live ce qui se passe dans chaque bar en disant ok là-bas l'ambiance a l'air un peu plus cool, je vais aller dans ce bar là quoi. Un mélange de Foursquare et TikTok. Exactement. Et en vrai, l'UI, c'est-à-dire que TikTok n'existait pas, l'UI c'était TikTok. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des vidéos full screen et tu swipais vers le bas pour faire défiler les feeds et ensuite tu swipais de droite vers la droite pour faire défiler l'historique de tout le feed. C'était hyper cool parce qu'on avait développé une UI franchement qui était assez moderne. Même quand on la voit aujourd'hui, je trouve c'est un des rares projets où je me dis ça n'a pas vieilli. C'est quand même rare. Et c'était hyper enrichissant parce qu'on avait pu échanger avec des startups de l'époque comme Mindy qui est quand même TikTok. À l'époque, ils ont créé TikTok, hein, mais finalement, c'est pas eux qui ont percé. Mais donc, qui était hyper enrichissant pour découvrir le monde des startups, comment ça fonctionnait, et en fait, travailler sur un produit. Et en fait, en travaillant sur un produit, je me suis mis à itérer sur le même produit, à essayer de l'améliorer, etc. Et là, je me suis dit, en fait, j'aime bien faire ça. Et on est d'accord que quand tu travaillais en agence, tu travaillais vraiment, comme tu le disais, que sur des projets sur lesquels tu répondais à des appels d'offres, et une fois que le projet était livré, tu passais à autre chose. À aucun moment, tu retravaillais sur ça. Non, tu retravaillais pas. Alors, aujourd'hui, tu as des agences où tu peux retravailler sur le produit. Mais en tout cas, là, c'était plutôt en mode mission. Donc, en fait, tu vas faire ta mission et c'est fini. Et je me souviens qu'il y a des projets comme NG où on avait travaillé dessus. Ok, on l'a sorti, on l'a développé, etc. On a travaillé avec les développeurs en externe. Pareil, les échanges aussi étaient à chaque fois compliqués avec des développeurs externes versus quand j'étais sur Pulp et que j'échangeais direct avec le dev. Je me disais, c'est vachement plus fluide, on arrive à faire des trucs vachement plus cool.
Et donc, avec Engie, quand le projet s'est terminé, c'était fini. Et sauf qu'on avait des retours qui montaient, parce que c'était un truc pour les maires, etc., qui disaient oui, ça c'est compliqué, etc. Donc j'avais des feedbacks d'utilisateurs qui me disaient qu'il y avait des choses à améliorer, mais c'était pas dans le contrat, et donc tu pouvais pas améliorer. Et moi, ça me frustrait beaucoup, en fait, de pouvoir itérer sur un projet. Alors je sais qu'il y a des designers, des DA à qui ça pose pas problème, ils aiment bien ce mode AO et sortir le truc parce que t'es vraiment, ta pensée est un peu libre, tu vois, t'as un espace créatif qui est plus libre que sur du produit où tu vas itérer, et encore. Mais moi, j'avais toujours cette frustration, et en plus, comme j'avais Pulp, où j'ai vécu ce truc-là, je me suis dit, en fait, je préfère ça. Je me suis rendu compte que je m'inspirais plus du tout des mêmes éléments qu'avant, donc je me suis dit, ok, c'est le moment de switcher. Faut que j'aille faire du produit dans une entreprise, quoi. Juste avant je vois vers où tu veux aller, mais juste avant, j'aimerais bien juste parler un peu de Pulp. Du coup, là, tu étais en train de créer un produit. Si je me souviens bien, si j'ai bien pris des notes, ça a duré à peu près 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué sur ce projet? En fait, en gros, je pense que c'est un mélange de personnel et en même temps le fait que on n'arrivait pas à lever des fonds. C'était compliqué. En même temps, personnellement, on pouvait pas tous être à 100%, et donc c'est compliqué, etc. Donc finalement, le projet s'est un peu enlisé d'une certaine manière. Et bon, après, il est allé en pause tout seul. On n'arrivait pas à avoir les utilisateurs qu'on voulait. Enfin, il n'y avait pas ce petit truc de dynamique. Donc ça t'a permis principalement de voir un autre milieu ou tout au moins une autre organisation et de voir que c'était complètement différent par rapport à ce que tu vivais avant. Oui. Ce qui t'a amené à Mythic, j'imagine. Exactement. Donc en fait là je me suis dit bon, faut que je bouge, ça m'intéresse plus, c'est plus ce que je recherche dans mon approche de la création, et je me suis dit je vais aller là, et donc j'ai postulé à Mythic. Il y avait une offre, ils cherchaient un product designer pour travailler sur plein de choses. Donc je me suis dit ok, bon, je vais y aller. J'ai postulé et j'ai été pris. Et donc quand j'arrive à Mythic, déjà, je me dis, c'est cool parce que Mythic, c'est connu. Voilà, c'est quand même un produit qui est vieux, mais qui est connu, quoi. C'est une marque qui est vieille, plutôt qu'un produit qui est vieux. Et je me suis dit, c'est cool. Donc, j'arrive, très content. Et en fait, au moment où j'arrive, c'est un moment qui est rare. En fait, c'est pour ça aussi que je suis allé chez Mythic, parce que je me suis dit, c'est une opportunité rare. C'est comme sur Facebook. Par exemple, Facebook, ils refont pas des redesigns complets tous les ans, quoi. C'est vraiment, il y a un peu des tempos comme ça, tous les 5 ans. Et là, au moment où j'arrive Mythic, ils sont en pleine refonte totale du produit. Donc t'arrives en janvier 2019, c'est ça? C'est ça. Okay. Ils sont en pleine refonte totale du produit. Et donc là, ils ont commencé à travailler avec une entreprise externe qui s'appelle Idean, dont Audrey vient d'Idean aussi, on en parlera aussi. Et donc, ils ont commencé à travailler avec Idean, qui a fait des design sprints, et qui a fait plein de choses, etc., qui ont commencé à être injectés. Et en fait, là, au moment où j'arrive, il y a un peu ce truc où en fait, Idean sort de Mythic, et en même temps, moi, j'arrive et je suis censé un peu prendre le relais d'Idean, quoi. Mais pour bien comprendre, ça veut dire que jusqu'au moment où tu arrives, il n'y avait pas de designer interne à Mythic, ou alors il y avait des designers internes à Mythic, mais Idean était là pour ouais, c'est ça. aider. Il y avait des designers internes à Mythic, mais il y avait Idean qui était là pour aider et peut-être apporter un regard externe aussi sur le produit. D'accord. Un peu neuf, quoi. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont appelé un regard neuf, ils ont challengé pas mal de choses au sein du produit. Et donc quand j'arrive, il y a déjà des nouvelles choses qui ont été faites, qui ont été entamées, parce qu'après il y a toujours le tempo qui est différent entre une agence qui fonce vite et qui dépile les écrans, comme je pouvais le faire, où en gros tu as une semaine, tu refais toute la en une semaine, quoi, versus une équipe produit interne où le tempo est un peu plus long, quoi. C'est-à-dire que tu refais pas le produit en une semaine, parce que t'as pas, déjà d'une, les devs ils vont tous te tomber dessus, mais voilà, c'est pas le même tempo, quoi. Et il commence à avoir des nouvelles choses qui sont intégrées, et en même temps, au moment où j'arrive, Audrey, qui était là-bas, qui était avant à Idean. Donc Audrey Hack, que j'ai reçu dans le podcast. Exactement. Avait commencé à pitcher
le design system. Elle avait fait une présentation sur le design system. Donc, certains savaient ce que c'était un design system. Et des équipes, designers internes, encore d'IDEAN qui étaient restés là, avaient commencé un peu à travailler sur des premières choses, etc. Donc moi, j'arrive un peu dans ce truc-là, un peu au milieu d'un chantier, quoi. Donc je me dis, ok, comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire sachant que moi, j'ai fait Pulp à côté, j'étais en agence, tu vois, donc j'ai pas encore le mood product. Je découvre, pareil, tous les rituels, un peu tous les trucs, comment ça fonctionne au sein d'une équipe produit. Et la première chose que je me dis, là, j'ai mon regard purement DA. Je me dis, ok, faut cristalliser toute l'UI, la nouvelle UI du produit. On est en train de refaire un design system. Je vois qu'il y a des premières choses qui commencent à être posées, etc. Donc je me dis, ok, par quoi je vais commencer? Et généralement, moi, par exemple, quand je commence un projet, n'importe quoi, je commence toujours par les icônes. Donc là, je me dis, je vais commencer par les icônes. Et je me pose sur les icônes, je me dis, ok, c'est quoi l'identité des icônes? IDEAN a refait des icônes, mais je vois que en fait, ils n'ont pas tous le même contour, la structure n'est pas la même, les dessins sont pas les mêmes. Enfin, c'est pas net, c'est pas propre. Et donc, pareil, les anciens, ils sont un peu vieux. Donc là, je refais, c'est la première initiative, je refais la bibliothèque d'icônes. Et en parallèle, chacun travaillait sur chaque chose, etc. Comment tu justifies ça dans une boîte comme Mythic où toi t'arrives et le premier truc sur lequel tu décides de bosser, tu justifies pas. Tu le fais? Je le fais. Vraiment, là, j'étais en mode faut le faire et j'ai pas le temps de demander les autorisations. Donc je fais tout simplement. Et donc là je le fais et on se dit c'est cool, donc c'est accepté. Et c'est un peu comme ça que je procède généralement. Je fais et après on négocie. Et donc là je fais et ça se passe bien, on se dit ok c'est cool, voilà, on a des icônes qui sont un peu propres, on a un peu une guideline de pourquoi ce design d'icônes, ils sont inspirés du cœur, etc. Enfin la rondeur du cœur, enfin toute l'approche DA autour des icônes. Et donc là après IDEAN s'en va petit à petit, donc on reprend tout, donc je reprends un peu les scopes de designers d'IDEAN, des designers d'IDEAN qui étaient là. Et là, il y avait le design system, mais qui n'était pas fini, vraiment, c'était un peu en chantier, donc il faut reprendre et tout. On m'a dit, ok, là, on va reprendre le design system, et en plus, on va profiter pour corriger ce qu'il y a à corriger au sein du produit. Le fait, par exemple, que tout était rose. C'est-à-dire vraiment, il y avait des grands aplats roses, il y avait des couleurs pour chacun, enfin, c'était très, très coloré. Là où, finalement, ce qui ressortait un peu des utilisateurs, c'est que Mythic, c'est pas Tinder. T'es pas forcément fier d'être sur Mythic parce que tu recherches vraiment l'amour. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intime au fond de toi et t'as pas envie de dire à tout le monde oui en fait non, je recherche vraiment quelqu'un pour passer ma vie avec, faire des enfants, etc. Ou pas, mais en tout cas quelqu'un avec qui passer beaucoup de temps. Et t'as pas envie de l'afficher, par exemple t'es une mère célibataire, t'as pas envie qu'à chaque fois que tu ouvres ton application t'as un énorme aplat rose qui dit à tous tes enfants oula la maman elle vient d'ouvrir Mythic, elle va swiper des hommes quoi. Non, t'as pas envie de ça. Et donc on a pareil, j'ai monté un projet qui s'appelait Swan, c'est-à-dire le blanc, le signe blanc, et l'idée de Swan c'était de reshaper un peu toute l'UI, de se dire ok comment on peut amener quelque chose d'un peu plus light, un peu plus moderne, avec non plus des gros aplats de couleurs mais plutôt des petites touches de rose qui vont venir comme des petits points de marquage tout au sein de l'app pour rappeler où tu es, avec les nouvelles icônes, la typographie, etc. Encore une fois, j'ai envie de te poser la question de comment tu justifies ça, parce que tu vois, dans l'épisode avec Audrey, on parle vraiment un long moment de comment ils réfléchissaient le design system en fonction des entreprises dans lesquelles elles vont, comment elles les aident, comment elles travaillent tout ce qui est fondation, donc les couleurs, les icônes, etc. Comment tu réussis toi à justifier après auprès d'une entreprise qui paye une agence pour les aider sur un sujet, quand toi t'arrives, tu leur dis en fait ce qu'ils viennent de faire, on va le changer. Et on va leur recommencer encore une fois. Alors, c'est pas on change tout, c'est en fait la manière dont on l'a présenté, c'est plutôt comme on va améliorer, fine-tuner ce qui a été fait. Et c'est plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire, ok, voilà, on le sait, on le voit, voilà, ils ont fait des choses, mais ça peut être amélioré. Ça, c'est une vision qui correspond pas forcément à ce que veut l'utilisateur, mais forcément, les temps sont pas les mêmes. Enfin.
on voyait qu'il y avait des choses qui étaient améliorées. Et on se dit, ça peut être amélioré, donc on va l'améliorer. Et on améliore ce qui est amélioré, mais on garde parce qu'il y avait des choses qui étaient très bien. Donc on garde ce qui est bien et on améliore ce qui est amélioré. Et donc l'idée de ce projet, c'était vraiment ça, d'améliorer. Et de construire des bases, parce que forcément quand tu es au milieu d'un chantier, ça part un peu dans tous les sens, tu vas vite, etc. Et donc là c'était de restructurer un peu ça. Okay. Donc c'était vraiment un projet de restructuration. Et là ce qui était intéressant, c'est que j'ai partagé avec le designer interne qui était très bon, et aussi qu'on a apporté les visions au design system. Et donc ça a commencé comme ça. Et après, donc c'était Marion qui était là, qui est intégré à toute la réflexion autour du design system. Et pareil, c'est un peu irrigué tout le produit comme ça. On l'a un peu pris en main, et après on a retravaillé dessus, etc. Et comment on l'a présenté, c'est en fait on est reparti auprès des devs et on a dit ok, bon là la première étape, c'est d'abord on va repasser sur toutes les fondations. Et on va cleaner toutes les fondations. Donc on va cleaner toutes nos librairies, on va cleaner nos couleurs, les typos, etc. Pour revoir si tout est bon ou pas et comment est-ce qu'on peut le simplifier. Ensuite, on a eu des échanges avec les devs sur comment est-ce qu'on peut améliorer ces fondations-là, etc. par rapport à ce qu'eux avaient commencé à faire. Donc là, c'était vraiment on passait un gros coup de balai et on garde tout ce qui est bon, quoi. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va pas plus loin sur les composants, etc. Donc, on a refait un atelier où on listait tous nos composants, voir comment on peut les ranger, par quoi il faut commencer, etc. Donc on commence toujours par les boutons parce que c'est toujours les boutons qu'on utilise le plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on a créé moi ce que j'appelais la première étape du design system, qui s'appelait KISS. Très bon nom. Donc il s'appelait KISS. Et en fait, KISS qui voulait dire Keep it sweet and simple. Parce que l'idée derrière, c'était qu'on voulait vraiment quelque chose de simple et très utilisable, et en même temps qui marque l'identité de Mythic. Et donc là, la première version de KISS a été lancée, et les devs s'en sont tout de suite emparés parce que ils attendaient ça aussi, et ça a été intégré. Donc aujourd'hui, quand tu utilises Mythic, tu vois tout ce qui est issu de KISS, et un peu du projet Swan où c'était le fait de cleaner un peu toute l'UI, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, pour revenir sur l'épisode avec Audrey, elle parlait beaucoup du fait que quand tu as une agence qui intervient pour mettre en place un design system, il faut que les gens qui vont l'utiliser au quotidien se l'approprient. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton point de vue finalement de la personne qui était après Aigan, Oui. qui arrive et qui se dit ok, on se réapproprie le truc, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, on va les améliorer, et vous infusez ça auprès des développeurs, pardon. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment ça s'est passé. J'ai une question à te poser là-dessus, parce que je trouve ça vraiment bien comme tu le décris, vous changez les boutons, vous changez les couleurs, vous voyez avec les devs pour intégrer tout ça. Comment ça se passe là dans le vrai monde véritable, où à côté tu dois aussi développer des interfaces, rencontrer des utilisateurs, améliorer le produit? Comment ça s'intègre vraiment, ce flow de design system à l'intérieur de tout ça? Au sein de Mythic? Au sein de Mythic. En fait, vu qu'il y avait un peu une refonte totale de l'app, c'est-à-dire qu'on repassait vraiment sur des gros écrans, en fait c'était plutôt bien, parce qu'en fait c'était en fait c'est pour ça que moi quand je suis arrivé, j'ai vu le chantier, je me suis dit ok, on est en train de refondre des pans entiers de l'app, il faut que je peux pas créer si j'ai pas des bases solides. Il me faut une DA solide, et si j'ai pas la DA solide, je peux pas créer. Voilà, il me faut ça. Et donc je me suis dit ok, en plus Audrey est arrivée, elle a pitché le design system, je dis ok, alors là le timing est parfait, c'est parti. Donc on reprend le design system, là on recrée la DA solide, on solidifie tout ça. Et comme en parallèle il y a 2-3 features donc qui sont sorties avec le truc un peu en shortier, mais comme on l'a fait, on a fait ça, c'était la prio, en tout cas pour moi. En fait, après, toutes les nouvelles features qui sortaient, elles étaient basées sur KISS qu'on venait de faire, quoi. Et donc finalement, on a assez peu repassé, en tout cas tout ce qui sortait de nouveau, vu que c'était quand même des gros chantiers, ça sortait avec KISS, quoi. Et c'était mis à jour petit à petit. Et en fait, après, chaque petit bout de l'app a été mis à jour, etc., quoi. Quand tu me décris ça, j'ai l'impression que c'est le monde idéal. Tu arrives dans une boîte qui a envie de tout refaire, tu es en train de créer ta boîte de Lego. Oui. Tu as ton terrain de jeu qui est là. Tu arrives en janvier 2019 et tu t'en vas en août 2020. Oui. Pourquoi? Parce que tu as tous les éléments qui sont là pour continuer. C'est une grosse boîte qui
en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, qui a beaucoup d'argent, donc qui a les moyens d'investir dans le produit. Tu as pu mettre à plat tout ce dont un designer rêve quand il arrive dans une boîte. Et à ce moment-là, tu t'en vas. Alors, pourquoi En fait, il y a même pas, je me suis même pas dit je veux partir, mais en fait, il y avait des choses qui. C'est-à-dire que le rythme était vraiment différent. C'est-à-dire que là où en agence, c'est très punchy, là, Mythique, c'était plutôt. C'est-à-dire qu'on faisait les choses bien, mais on prenait notre temps pour faire les choses bien. Est-ce que c'est mal? Non, mais c'était trop long pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de faire les choses à chaque fois. Et quand tu dis le temps de faire les choses, c'est quoi le temps de toi de designer ou le temps que ça soit mieux? Je me souviendrai toujours, c'est-à-dire quand je suis arrivé à Mythique et que j'avais une petite feature de notation, genre pour noter, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et on m'a dit j'ai 3 semaines pour faire ça. J'étais là, mais 3 semaines, en 3 semaines, je vais refaire tous les écrans de Mythique, quoi. C'était vraiment, pour moi, 3 semaines déjà pour faire un AO, c'était énorme. Vraiment, tu te dis, wow, je vais pouvoir refaire plein d'écrans. Donc 3 semaines pour juste une toute petite feature. En arrivant, je m'étais dit, wow, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup trop de temps, quoi. Et en fait, à chaque fois, en fait, ce qui me permettait vu que l'agence, ça que je trouve bien dans les agences de certaine manière, c'est que ça t'apprend enfin, ça m'a appris, en tout cas, moi, à aller vite. Et donc, en fait, j'ai développé des réflexes où je sais, dès qu'on me dit quelque chose, je sais tac tac, c'est comme si ça se dépliait dans ma tête et je peux le faire, quoi. Et donc là, en fait, ce que ça me permettait, c'était de passer beaucoup plus de temps sur autre chose. Vous en profitiez pour faire des tests utilisateurs ? Oui. Et donc en fait, à côté, c'est quelque chose qui s'est développé aussi quand je suis arrivé, parce que Mythique faisait déjà ça, mais en tout cas, ça s'est renforcé encore plus après avec l'arrivée de Salma aussi. Mais toute une approche UX qui s'est renforcée. Et même moi, enfin, c'est aussi là-bas que j'ai appris un peu tout ça, parce qu'il y avait déjà cette approche UX, mais pas forcément de recherche à proprement parler en agence, parce que t'avais pas le temps, tout simplement. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas à l'époque c'était pas ça. Et pareil, j'étais en mode autodidacte. Je me disais, ok, maintenant je vais apprendre la recherche. Je vais apprendre la recherche, je vais voir comment faut faire, etc. Ok, en fait, j'ai des amis qui avaient l'habitude de faire, enfin qui travaillent en tant que chercheurs, donc aussi je vois un peu comment ils font. Ma copine est chercheuse, donc je vois comment elle fait, etc. Je me dis, voilà, il y a tout ce truc là, j'essaie d'apprendre. Chercheurs et chercheuses en quoi dans le laboratoire et en économie, enfin vraiment rien à voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des démarches qui sont un peu les mêmes sur tous les biais que tu peux avoir quand tu fais des recherches, etc. Enfin, il y a des parallèles intéressants, je trouve. Et pareil, je me dis, je veux comprendre comment on fait la recherche. Et donc, j'apprends tout seul, quoi. Comme ce que j'ai pu faire quand je me suis dit, je vais apprendre Photoshop et After Effects dans 2 mois, quoi. Je me dis, ok, je vais apprendre. Et donc, je me développe là-dessus. Je me dis, ok, c'est un pan que j'ai pas dans toute mon expérience de designer. Il faut que j'arrive à acquérir ce pan-là. Et donc, j'y vais, je travaille autour. Et en plus, un Mythique, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont des personnes qui sont dédiées à ça. Donc en fait, d'une certaine manière, un peu par hasard, mais ça a permis de mettre un premier pied à l'étrier sans que je fasse mes recherches par moi-même. En fait, c'était quelqu'un qui nous aidait là-dessus. Quand on disait, moi, en fait, ma recherche, j'aurais envie d'apprendre ça, et voilà à peu près les questions que j'aimerais poser, etc. Et j'aimerais avoir telle cible, etc. Et elle se chargeait de mettre le questionnaire, de retravailler les questions et d'analyser tous les résultats et ensuite de nous les donner. Donc en fait, on avait genre... C'était royal. C'était royal. Non, mais vraiment, je trouve que la recherche à Mythique était très bien là-dessus. C'est-à-dire que on arrivait, on avait les résultats, on se disait, ok, voilà, c'est ça. Et c'était hyper pratique. Ouais, donc ce qui t'a permis aussi de découvrir comment on faisait. Et voilà, j'étais un peu spectateur, et donc je me disais, ok, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on analyse. Ça, c'est les questions. Je relisais à chaque fois tous les questionnaires qui étaient corrigés, parce que je me disais, ces questions sont mieux que les miennes. Et donc je revoyais qu'est-ce que j'avais fait de mal quand j'avais posé ma question. Je me disais, ok, ça améliorer pour la prochaine fois. Toujours cette volonté d'apprendre et de découvrir. Exactement. Et après, je me suis dit, le questionnaire d'après, je vais dire, ok, je vais essayer de faire plus de questions, un peu plus justes, etc. Et je voyais ce qu'elle corrigeait ou pas. Et c'est comme ça que j'apprends aussi un peu, tu vois. En plus de lire plein de choses aussi.
Mais donc en fait ça m'a aidé un peu et en même temps c'était vraiment royal de pouvoir faire ça, d'apprendre de cette manière-là. Et donc c'est comme ça que ça se passait un peu à la recherche au sein de Mythic. C'était très très pratique quoi. Et donc c'est juste l'inertie qui t'a tué enfin qui t'a tué. C'est l'inertie qui t'a fait partir de Mythic en fait. Ouais, c'est ça. C'était vraiment le fait que aussi, comme c'est assez gros, tu vois, t'as des scopes très bien définis. Là où moi, j'aime bien avoir un apprentissage complet des flows. En fait, j'aime bien, dans ma tête, hein, c'est-à-dire que avoir le flow total. Vraiment, là, aujourd'hui, à Frishti, tu vois, je vois tout le flow. Et je sais quand on me dit, il y a telle chose, il faudrait faire ça, je sais, ok, d'accord, ça peut avoir un impact là, ça peut avoir un impact là, ça peut avoir un impact là. Et là, comme tu avais un peu, ça devenait un peu silo, j'avais plus forcément cette approche-là et ça me frustrait un peu, tu vois. Je savais qu'il y a des choses, ça c'est super intéressant, ouais, mais c'est pas dans mon scope, donc je peux pas travailler dessus, alors que je trouve ça hyper intéressant et je sais que ça peut avoir un impact sur telle chose, enfin bref. Ce truc-là où je me sentais un peu frustré. Et donc, un peu par hasard, Frishti cherchait quelqu'un pour leader le design et justement structurer l'équipe design et même la vision design au sein de Frishti. Donc j'ai postulé, c'était premier confinement. Et donc là, on a fait durer les entretiens en fait tout le long du premier confinement. Donc il y avait 2 semaines entre chaque entretien, on prenait notre temps parce que on savait que c'était compliqué d'arriver en plein confinement. Et donc là, je suis arrivé à Frishti. Très cool. Et donc j'arrive, on n'a plus de locaux, on est en plein déménagement. Donc là, tu es au sein de nos nouveaux locaux, la manufacture. Mais on est dans une maison en attendant, une sorte de grand loft qui est pas très loin d'ailleurs. Très cool. Donc j'arrive, je me dis, wow, c'est trop stylé. Et là, quand j'arrive, pareil, sur le design, en fait, il y a un peu tout à faire. Il y a juste quelqu'un qui est externe. Et vas-y, si tu veux. Non, mais justement, j'allais te demander, parce que ça, on en a un peu parlé en off. On est en 2020 et la boîte a été créée en 2015. Et c'est un externe qui bosse sur le design. Et moi, je voulais un peu comprendre comment une boîte qui essaye de disrupter en fait la livraison de nourriture, qui essaye d'être sur un créneau un peu différent des Deliveroo ou Uber Eats, puisque c'est des plats qui sont faits maison. Oui. Comment on fait pour tenir aussi longtemps sans passer par le design, ou en tout cas sans mettre tant de moyens que ça? Et toi, comme tu arrives en tant que premier designer interne, qu'est-ce que tu fais une fois que... Alors en fait, au début, ils avaient déjà un designer interne. Ok. Mais qui est parti et qui a posé toutes les bases et qui était vraiment des bonnes bases. C'est-à-dire, quand je regardais les fichiers, je me disais ah ouais, d'accord, c'est bien, il y avait déjà la grille de 8, tu vois, genre, tout était bien rangé, etc. Non, c'était clean, mais ça avait 5 ans, donc en termes de DA, c'était un peu vieux. Et après, il y a une agence qui est intervenue quand il est parti. Ensuite, c'était un petit designer externe qui est intervenu, etc. Et tu sentais que l'expérience se diluait un petit peu, ça devenait un peu compliqué. Et puis j'imagine qu'en plus, quand c'est quelqu'un qui est en externe, la vision design, ou en tout cas le fait de défendre cette vision et d'en expliquer l'importance dans l'entreprise, doit être très faible, puisque c'est pas quelqu'un qui se défend dans... Exactement, c'est compliqué, c'est toujours plus efficace quand t'es là, quoi, et tout le temps là. Et donc quand j'arrive, en fait, il y a un peu tout à faire, quoi. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. Et donc, c'était hyper intéressant. Je me dis, ok, par quoi je commence, etc. Justement, par quoi tu commences? Toi, t'arrives, qu'est-ce que tu fais? La première chose que je fais, c'est que je me suis posé sur les flows. Pas sur les icônes? Non, pas sur les icônes. Ça arrive juste après. Mais d'abord les flows. Et en fait, je me suis dit, ok, je veux comprendre tout ce qui se passe quand tu arrives la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je prends tout l'existant et je fais un grand tableau et je liste tout ce qui va pas sur chaque truc. Je me dis, ok, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et après, il commence à avoir des sujets qui arrivent. Je me dis, ok, je fonce dans les sujets et je vais voir comment je peux faire avec. Et là, je me dis pas encore. Je me dis déjà plein de choses, mais je me dis, ok, d'abord, je vais prendre un peu l'existant, je vais voir aussi comment il fonctionne, etc. Parce qu'il y a vraiment tout à faire. Et après, ce que je vois, là, déjà, la première chose aussi quand j'arrive à Frishti,
c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui est hyper user-centrique. C'est-à-dire qu'en fait, tout, je pensais pas que c'était comme ça, mais vraiment, tout est centré au utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, chaque plat est noté par l'utilisateur. Et donc, en fait, tout ce que tu vois au catalogue, en fait, c'est les utilisateurs qui définissent finalement ce qu'il y a sur le catalogue. Si un plat, il a trop mauvaise note, il disparaît, il reviendra jamais parce qu'il est pas bon. Et donc, en fait, il y a déjà ça. Il y a des welcome comms qui sont passés à chaque premier utilisateur. Donc, on prend les premiers feedbacks de chaque nouvel utilisateur. Ensuite, il y a des surveys qui sont envoyés par toutes les équipes. Et donc, en fait, il y a plein de learning. Et donc, en fait, je creuse là-dedans. Je me dis, wow, il y a plein de choses à apprendre et tout, qui sont déjà là. Et donc, je commence à travailler sur les features, etc. Et donc là, je me dis, OK, première chose, déjà, c'est que ça manque, il n'y a pas de design system, quoi. Vraiment, il y a juste une librairie Sketch, mais il n'y a pas... c'est même pas qu'il y a... Ouais, si, il n'y a pas de design system. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, vraiment. Les devs n'attendent que ça. Donc je me dis, OK, bon, je vais finalement refaire un peu ce que je sais faire. Et donc, je commence par me dire, OK, comment je peux améliorer? Donc là, moi, je regarde et je me dis, faut que... Là, c'est la chance que j'ai. Je peux repartir un peu d'une feuille blanche. Et surtout que je suis tout seul. Et on me dit, OK, c'est l'occasion ou jamais. Le produit est beau. L'expérience du produit, en tout cas, est cool en elle-même. Il y a une brand qui est forte, etc. Comment tu fais pour faire passer justement l'idée de tout reprendre à zéro, du coup? Et en fait, c'est pareil. C'est un peu le bon timing de cette manière. C'est au moment où j'arrive, Frigi est un peu en train de faire un rebranding. Décide de faire un petit rebranding un peu sur la position. Il y a un nouveau head of brand qui est arrivé parce qu'en fait à Freshly, ce qui est intéressant, c'est que la brand, c'est une marque très forte et on a quasiment une agence internalisée au niveau de la brand avec des DA très cool. Tout ce que tu vois là, c'est eux qui le font, c'est très beau. Et en fait, je vais échanger avec eux et on va travailler ensemble à se dire, OK, les couleurs, on veut les refaire parce que là, elles sont un peu fadasses, elles commencent à faire un peu vieilles, comment on peut les pulser, etc. Donc eux font leur travail de leur côté. Moi, je fais mon travail de mon côté. On se synchronise, on se dit, OK, ça fonctionne bien, etc. Et là, on arrive avec une nouvelle palette de couleurs. On se dit, OK, elle fonctionne super bien pour le produit. En plus, elle fait des rappels avec la brand. Donc, c'est elle qu'on va utiliser. Moi, je sais que ça correspond à telle chose dans le produit, etc. La typo, pareil, il y a une nouvelle typo, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le produit? Il y a une typo qui est déjà existante. Je me dis, OK, celle-ci, il faut qu'on la garde parce que, en fait, la nouvelle, elle fonctionne pas dans les tests qu'on peut faire, etc. Donc là, il y a vraiment une sorte de gros chantier qui est purement de notre côté. Et j'arrive à la fin avec toutes mes fondations synchronisées avec la brand, clean. Là, on lance ce qui s'appelle la recette. C'est notre design system. Donc là, il n'y a que les fondations. Vraiment, c'est MVP, quoi. C'est la base. Juste le truc, c'est cleané déjà. On sait que tout ce qui sera construit maintenant sera avec ça. Et donc, un peu comme Mythic, je fais ça en premier parce qu'il faut que ce soit propre pour pouvoir itérer. Donc, en attendant les nouvelles features qui sortent, c'est avec un peu l'ancien design. On s'adapte comme on peut. Et avec ce nouveau design system, toutes les nouvelles features qui sortent comme ça. Donc ça, c'est un peu sur toute la partie UI où il y a ce travail sur les fondations. En parallèle, moi, je travaille sur les composants que j'injecte petit à petit, mais j'ai pas le temps de faire une documentation clean, etc. Donc c'est fait un peu au fur et à mesure avec les devs qui eux apprennent, etc. Donc là clairement c'est pas fait proprement, mais ça fonctionne et on arrive à construire comme ça. Et aujourd'hui, le produit que tu le vois hein. Dès que tu as un ancien écran, tu le vois direct. Tu as tout le système qui s'intègre et au bout d'un an, il y a les gros pans en tout cas qui sont passés sous la recette, quoi, de l'app. Et c'est un design system uniquement pour l'app, du coup, parce que je sais que vous avez un site internet aussi. Non, ouais, c'est pour les deux. Ok. Ça fonctionne pour les deux. Tu décides de faire un truc commun à tout. C'est ça, c'est totalement pour les deux. Moi, j'aime bien quand c'est simple et je trouve ça beaucoup plus simple et surtout que d'expérience, en fait, à chaque fois que je faisais app et web,
La grande majorité du temps, en fait, j'aurais utilisé les mêmes choses, ça fonctionnait pour les deux. Donc il y a quelques ajustements à faire sur des tailles de typo, etc. Mais en tout cas, par exemple, sur les boutons, c'est les mêmes, etc., etc. C'est vraiment, c'est les mêmes choses. Ce que je trouve très simple, parce que finalement, quand tu as un composant qui est partagé de partout, c'est plus simple à contrôler. Bien sûr. Donc ça, c'est sur toute la partie système. Et c'est un peu sur toute la DA, moi ça, j'aime bien sur l'application, parce que quelque chose aussi que j'aime bien là-dedans, c'est injecter comment on va faire vivre la marque à travers ça, et avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc si tu ouvres l'app aujourd'hui Frishti, t'as des dégradés, t'as des grosses images, des choses que t'as pas forcément l'habitude, mais je trouve fonctionnent plutôt bien. Et en tout cas, ils donnent une identité au produit. Et ça, du coup, c'est quelque chose dont j'avais envie de te parler. Tout à l'heure, tu dis qu'il y a un head of brand et tu as des brand designers qui sont là aussi, qui sont, du coup, j'imagine, pas dans l'équipe design. Vous êtes deux équipes séparées. Comment vous faites pour travailler ensemble pour que la brand soit diffusée dans le produit? Alors, je sais que tu as du coup un fort background DA et que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc, du coup, j'imagine que tes DA en plus en interne doivent être super contents d'avoir quelqu'un comme toi. Mais comment vous faites pour travailler au quotidien? Tu as parlé du design system, et comment vous faites pour vous dire, par exemple, là, on a fait un nouveau pack shot de nouveaux produits, comment on fait pour les mettre en valeur, comment on les met en avant? Comment vous travaillez ensemble là-dessus? Et bah, t'as totalement raison. En fait, moi, en fait, j'ai ce regard DA, c'est-à-dire qu'en agence, je travaillais avec des brand designers, etc. Donc, je savais déjà comment communiquer, en tout cas échanger et travailler en commun avec. Et donc, en fait, en arrivant, je sais que c'était une sorte de respiration de se dire, oh, il y a quelqu'un qui, en tout cas au produit, on va pouvoir échanger, nous comprend et peut retranscrire un peu la vision qu'on peut avoir. Et donc en fait aujourd'hui, comment ça se passe, c'est-à-dire que on est assez autonome au design sur le produit, et il y a des moments là on se dit ok, là par exemple on a refait notre landing page, et donc sur la landing page on se dit il faut que ce soit un truc qui est très marquant, identitaire. T'arrives, tu captes direct ce qu'est Frishti. Et il faut que ce soit très visuel, parce qu'on est très visuel. On aime bien avoir des photos de produits parce que ça donne faim, c'est mieux que des icônes, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, tu vois, dans notre navigation, nos catégories, c'est des photos. C'est pas des icônes comme sur Uber Eats, etc. Un peu froid. Nous, on veut que tu arrives, tu te dis, Ouah, ça me donne faim, j'ai envie de manger ce truc-là, quoi. J'ai envie de manger cette food. Et en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que je construis la page, je me dis, ok, sur l'expérience, il faut que ce soit ça. Et je laisse des espaces un peu vides. Et moi, je sais que j'ai cette vision. Je me dis, je voudrais injecter ça à l'intérieur. Et après, on échange avec la brand. C'est un workshop. On se dit, qu'est-ce qui marcherait bien, etc. Moi, j'ai cette vision-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une meilleure idée? Et peut-être qu'ils vont me dire, ah non, mais attends, on pourrait faire ça, etc. On pourrait s'inspirer de la campagne qu'on a fait, reprendre ce jaune, etc., mettre les produits. Enfin oui, c'est une bonne idée. Et en fait, ça fera un cercle. Et comme ça, en fait, mon objectif, c'est de centrer sur rentrer ton adresse. En fait, ça va participer à construire ta page, en même temps centrer ton regard sur l'input qu'il faut que tu remplisses pour accéder à l'expérience Frishti. Et on construit un peu comme ça. C'est un peu un mélange entre j'arriverai pas à le décrire, mais entre la vision de marque, et en même temps comment ça va nourrir l'XP, et inversement comment l'XP va nourrir la vision de marque. Mais c'est vraiment un échange, quoi. C'est marrant que tu dis ça. Alors, au moment où on enregistre l'épisode, on est en juillet, et hier ou avant-hier, il y a un épisode de Marie Dehaye qui est passé dans le podcast aussi. Elle a écrit un article où elle parle justement de la brand et de l'importance que ça a, et du fait que dans le produit aujourd'hui, les product designers ne mettent plus, tu vois, que c'est des interfaces qui sont un peu tristounes, que c'est juste du produit pour faire du produit, que tu as un problème, tu réponds à l'objectif et point, et qu'il n'y a plus de brand. Et je suis content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui et de parler de ça, parce que j'ai l'impression que tu prends un peu ce contre-pied de tu es là pour apporter des solutions à des problèmes. Tu parles par exemple de rentrer une adresse plus facilement, et tu bosses avec la brand en même temps pour intégrer, j'ai l'impression, de l'émotion, pour que rentrer une adresse, ça soit pas juste appuyer dans un input, rentrer son adresse et puis chercher un truc. Il y a tout un écosystème qui est autour. Je trouve ça hyper intéressant que tu en parles, parce que ça fait longtemps que
j'ai eu personne dans le podcast pour parler de ça comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire comment on fait pour apporter un peu de la vie à son application ou à sa feature, etc. Et les gens ne le voient pas, mais quand t'en parles, ça se voit, tu souris, il y a de l'émotion qui est derrière, et je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est super chouette de pouvoir en parler avec toi. Si on part un peu sur le produit en tant que tel, toi, tu es intégré du coup dans l'équipe produit de Frishti. Comment tu fais pour travailler avec les product managers, les développeurs en tant que unique designer? Maintenant, vous êtes 3, si je ne me trompe pas, ça, mais au début, vous étiez tout seul. Oui. Comment tu faisais pour gérer tout ça? Parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de taf. Ça fait beaucoup de travail, on va pas se mentir. Mais comme je te disais, en fait, en vrai, je suis demandeur de ça. C'est-à-dire que là où, justement, à Mythic, en fait, c'était peut-être trop lent pour moi. Là où en agence, c'était peut-être trop rapide. Là, j'ai un rythme c'est-à-dire que c'est pas aussi rapide qu'en agence, mais c'est plus rapide que ce que je pouvais avoir à Mythic. Et donc, il y a un bon tempo. Et donc, en fait, comment ça se passe? En gros, si on prend un projet, c'est-à-dire qu'on va avoir une initiative, on se dit, OK, là, il y a un trou dans la raquette à cet endroit-là, par exemple, de l'expérience. Et on va, en gros, le PM va lister les différents problèmes associés, tous les learnings en tout cas qu'il peut avoir sur ce problème-là. Et en fait, après, on va avoir ce que j'appelle une discussion ouverte. C'est en fait, on se pose là dans une salle comme on est là aujourd'hui. On a un tableau blanc. On se dit, OK, c'est quoi par exemple, je vais prendre un exemple, mais sur la recherche, par exemple, on peut travailler. On va avoir ce truc une sorte de concept car. On va se dire, OK, c'est quoi genre la recherche ultime qu'on pourrait créer? Genre vraiment, c'est quoi le meilleur truc de recherche qu'on pourrait avoir pour choper de la food, retrouver rapidement les produits que j'ai l'habitude, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Et on réfléchit comme ça un peu avec des trucs qui sont très terre à terre, genre activables demain très facilement, ou des trucs qui sont vraiment des fusées sur la Lune, quoi. On a cette discussion-là et on se dit, OK, ça c'est cool. Et derrière, on se dit, OK, bah ça c'est quand même plus important, ça c'est plus important, et surtout ça on peut le faire tout de suite, etc. Mais on essaie toujours d'avoir un peu une vision un peu lointaine, même si finalement on n'y va pas, tu vois, mais un peu des concept cars de trucs, on se dit, OK, ça c'est cool, tu vois, et faut qu'on aille dans ce truc-là de cool. Et après, sur la marque, de ce que tu disais avant aussi, en fait, c'est-à-dire que moi je porte ça à mon regard, mais c'est aussi tout le monde en interne qui porte cette marque-là. C'est-à-dire que Nico, qui est lead PM, vraiment, lui aussi, un regard très fort sur la marque. Et si moi, je fais quelque chose qui n'est pas assez marqué de l'identité Frishti, eh ben, on va se le dire, on va se dire, non, là, attends, c'est pas assez Frishti, tu vois. Il faut que ce soit Frishti. Et donc, en fait, c'est un peu une culture qui est partagée en interne. Et donc, finalement, moi, je fit bien avec mon expérience, mais c'est vraiment, si tu le fais pas, on va te le faire remarquer, quoi. Ok. Et je trouve ça, là, dans ce que tu dis tu te poses avec les PM et tu commences à discuter sur les choses plus ou moins long terme. Comment ça s'intègre dans la réalité business il y a une roadmap avec des objectifs qui sont plus ou moins business et des objectifs qui sont plus ou moins produits, plus ou moins design. Comment toi tu fais valoir ce point de vue? Comment tu démontres que, par exemple, les problèmes que tu as repérés dans l'application sont plus importants que, je sais pas, lancer un nouveau service? Oui. Alors en fait, donc là, je te parle un peu le truc du concept car. On le fait pas sur tout, c'est-à-dire qu'il y a certains projets où on le fait. Et après, quand c'est des trucs très delivery, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est ça. On a déjà l'action qui est prise peut-être ailleurs je sais pas, par les sales, par exemple. Et donc, en fait, on veut le faire vivre dans le produit. On a déjà les learnings. Là, on est sur un process qui est plutôt classique. Et en fait, sur ce regard un peu concept car, c'est-à-dire qu'en fait quand je suis arrivé, il y avait pas de recherche. C'est-à-dire que vraiment il y avait c'était juste c'était solution driven, c'est OK, il y a un problème, on fait ça. Ce qui est pas ouf. Et donc en fait là je me suis dit OK, il y a quelque chose à faire, c'est même sûr qu'il y a quelque chose à faire, il faut améliorer, c'est pas possible qu'on avance comme ça, etc. Donc la première étape, c'était déjà pour moi de dire il y a un gain à faire tester. Et donc c'était avant même de poser des questions très en amont, c'était déjà de dire en aval, quand on a une solution, il faut la faire tester. Et donc la première chose déjà qui était pas dans les habitudes, c'était d'avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire de dire
ok, en fait, il n'y a pas juste une réponse, il y a plein de réponses différentes et on va faire tester toutes ces réponses-là. Et donc, par exemple, je vais parler d'un grand projet qui se terminera normalement, logiquement, une fois que le podcast sera sorti. Mais en tout cas, ça a commencé dès le début avec un gros problème qui était, en fait, les gens ne comprennent pas, ne savent pas qu'on a une offre de supermarché. Pourquoi ? Et donc là, on creuse sur l'application. Il y a déjà des learnings qui existent parce qu'en fait, il y a déjà des questionnaires qui ont été faits par Nico, etc. Donc il y a déjà des learnings. Justement, je me permets de te couper comme tu en parles là. Comment toi tu fais sur comment ça s'intègre toi ta recherche par rapport à tous les learnings que vous récupérez dont tu parlais tout à l'heure, qui sont récupérés que ce soit par le premier call d'accueil ou par les questionnaires. Comment toi tu t'intègres là-dessus ? Alors au départ. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant, on a plein de feedback, mais en fait, beaucoup de feedback ne sont pas, n'ont aucun rapport avec le produit. Et donc, en fait, ne vont pas nourrir. Et donc, en fait, l'apprentissage qu'on a au produit est très aléatoire. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as un petit insight qui passe comme ça, tu dis, ok, moi je vais le prendre et je le garde bien au chaud. Voilà, celui-là, il est pour moi. Mais c'est hyper aléatoire. Mais je me dis, de toute manière, je viens d'arriver. Là, il faut que je structure déjà toute la partie UI parce que bon, il y a des choses qui vont sortir, faut que ce soit clean. Et je fais confiance pour l'instant à mon expérience et mon regard d'expert. Et je me base là-dessus et je récupère ce que je peux récupérer des connaissances, etc. Sachant que quand j'arrive, je fais un premier tour d'entretien avec tous les stakeholders. Et en gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est déjà, je leur demande à eux, c'est quoi tous les problèmes que vous notez, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au sein du produit, etc., etc. Donc là, j'ai quand même déjà pas mal d'insights. Et en fait, ce qui est aussi intéressant à Frishti, c'est qu'en fait, tout le monde utilise l'application en interne. Et en fait, nous, on travaille au produit, donc on a forcément des biais, etc. Mais il y a plein de gens qui, en fait, sont pas forcément des product addicts et vont apporter un regard comme apporterait un utilisateur un peu lambda, quoi. Parce que tout le monde n'utilise pas tous les jours Frishti. Et ça, c'est hyper enrichissant. Parce qu'en fait, c'est là où il y a beaucoup de feedback qui montent. En tout cas, les premiers qu'on avait. Ça remontait de là où les gens, c'était compliqué, etc., etc. Et donc, en fait, je me nourris de tout ça au début. Et je me dis, OK, là, je vais pas mettre un processus de recherche en place parce que, de toute manière, j'ai pas le temps, j'ai pas la force de frappe. Et je vais me concentrer sur le delivery et montrer que déjà, c'est-à-dire qu'une solution, c'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il faut tester. Peut-être que notre solution, c'est la meilleure dès le départ parce qu'on est super fort. Mais si c'est pas le cas, il faut quand même tester d'autres choses. Ça se passe rarement comme ça, d'ailleurs. Ça se passe rarement comme ça, c'est vrai. Et donc là, sur le premier projet, qui était un gros sujet, qui était en gros comment est-ce qu'on va faire comprendre notre offre market. Et donc on se dit, il faut qu'on mette en avant cet élément-là, etc. On identifie, enfin on sait que le problème est là, même moi je le vis, c'est-à-dire que quand j'arrive, je ne sais même pas qu'il y a cette offre-là qui existe. Et même quand c'était vraiment... C'est-à-dire que pour découvrir le catalogue market, il fallait cliquer sur un switch. Ensuite il n'y a rien qui se mettait à jour, il fallait recliquer à un autre endroit et là tu te rendais compte qu'il y avait plus de produits. Le truc impossible de découvrir, quoi. Je me dis là il y a vraiment un très gros trou dans la raquette, quoi. Donc c'est le premier élément à corriger. Et là on lance Kitchen Market. Et premier sujet hyper intéressant parce que là, échange avec la brand. Ok, faut pas juste que ce soit deux onglets, quoi. Faut que ce soit plus que ça, faut que ce soit un marqueur, que tu le vois. Et donc t'as malheureusement ceux qui écoutent ce podcast et qui se connecteront à Frishti ne verront plus ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a deux gros onglets en haut, Kitchen Market sur le web, collé avec une grosse typo, vraiment quelque chose de t'as pas l'habitude. Et là, on fait déjà un premier pas de parti pris, qui est de dire, moi, j'apporte un peu mon regard DA, mon expérience de designer produit, et on échange avec la brand pour se dire, OK, là, on a la nouvelle typo de la charte, etc. Et en fait, graphiquement, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude. Et tout le premier... pourtant, on teste. Le premier feedback en interne, c'est de dire, déjà, on teste plusieurs solutions, mais en tout cas, celle-ci, on la trouve intéressante, quoi. Et le premier feedback, c'est de dire les gens vont pas comprendre qu'il faut cliquer, quoi. C'est pas possible, c'est trop graphique. Et pourtant on se dit mais il y a un truc intéressant à creuser derrière.
Et donc, on va le tester. Et donc, on teste plusieurs choses. Il y a plusieurs solutions, mais dont celle-ci qu'on aime bien, quoi. Tu le testes avec des utilisateurs de Frishti ? Je teste avec des utilisateurs de Frishti. Et là, pour l'instant, je vais les chercher un peu à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que je tape tous ceux. Quelqu'un connaît quelqu'un. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un ? Moi, dans la crèche où il y a mon fils, je vais voir tous les parents. Je leur dis, est-ce que vous utilisez Frishti ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes disponible pour une interview ? Voilà, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Mais ça me permet d'avoir un premier panel d'utilisateurs. J'en ai 6. Avec des gens qui utilisent peu Frishti, des gens qui utilisent beaucoup Frishti. Donc, c'est quand même bien. Déjà, c'est mieux de tester que pas tester. Et on teste tout ça et on se rend compte que déjà d'une, c'est celle qui fonctionne le mieux. Et en plus, le problème que nous, on a à se dire « c'est trop graphique, ils ne comprendront jamais », le problème n'existe pas. Vraiment, le problème n'existe pas. C'est-à-dire qu'on commence même à se demander « mais s'ils ne le remontent pas, c'est peut-être que c'est pas bon signe, etc. » Mais non, le problème n'existe pas. Mais en tout cas, on teste et on se dit on va sortir avec cette version sur le web. On sort. Voilà, ok, il y a 2-3 utilisateurs qui font remonter et finalement, rien du tout. Et ça passe. Et donc, on se dit, ok, c'est bon, on a réussi. Tout ce qu'on avait prévu, c'est dans une zone très cliquable. On reprend quand même des codes existants, etc. Et on arrive à créer un élément très identitaire, très graphique, mais qui en même temps reste utilisable, etc. Et sur App, même chose. C'est-à-dire qu'on a plein de solutions différentes, dont une qui est de dire, on met Kitchen et Market dans la tab bar. Parce que comme ça, c'est les mêmes niveaux. On comprend mieux qu'on peut switcher entre les deux, etc. Et en interne, c'est dire non, on va pas surcharger la tab bar, on aime bien avoir une tab bar où il n'y a pas grand chose, quoi. Donc la tab bar, c'est comme ça que ça s'appelle la barre de navigation en bas de l'écran du téléphone sur iOS. C'est ça. Oui, qui est la bottom navigation sur Android. Sur Android, c'est ça. Voilà. En tout cas, ta navigation en bas. Et moi, je suis persuadé que c'est la meilleure solution, mais tout le monde dit non, c'est nul, etc. Ou c'est pas bien, parce qu'ils sont habitués à certaines choses. Et là, pareil, on fait tester. Et ce qui ressort, c'est que c'est la tab bar, mais de loin, qui gagne la facilité d'utilisation. Et donc, on ship ça et ça fonctionne super bien. Et donc, ça, c'est la première étape. On se dit, OK, j'arrive à prouver que ça vaut le coup de tester les choses parce que finalement, nos premières intuitions, on se dit, non, c'est pas ça qu'il faut. Mais finalement, en fait, c'est ça qu'il faut. Et on me dit, OK, premier check fait. Donc, on va commencer à prendre le temps pour tester les choses. Et ce qui est marrant, c'est que dès le début, ça commence à s'irriguer un peu même sur la marque où ils disent est-ce que vous avez testé les différents les gens commencent à dire est-ce que vous voulez pas tester les différentes phrases, etc. En tout cas, il y a ce truc où on se dit attends, en fait ça vaut le coup de tester parce que finalement on fait des trucs intéressants. Tu finis par infuser cette idée qu'en fait pendant longtemps tout le monde pensait que ça marchait tout seul et puis au moment où tu commences à leur montrer comment ça fonctionne, tout le monde se dit en fait c'est magique. De tester ? Ouais. Oui, totalement. Et donc, en fait, les gens vont à leur tour décider de poser la question tout le temps. Exactement. Et t'as ça qui s'irrigue un peu plus, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà très présent au niveau de la food. C'est-à-dire que la food pose beaucoup de questions à ses utilisateurs sur quel plat vous aimeriez bien cet été. Quand tu dis la food, tu veux dire l'équipe en charge de l'équipe en charge de la food. Donc, par exemple, là, tu as vu, on a notre cuisine juste à côté de R&D. Donc, la cuisine R&D va poser beaucoup de questions aux utilisateurs sur qu'est-ce que vous aimez bien, à quoi vous attendez, etc. etc. Et en fait, là, je me dis, OK, on a fait un peu toute la partie test utilisateur des prototypes, etc. Donc, on va continuer comme ça sur tous les autres projets d'après. On continue. Je dis, bon, maintenant, on va taper sur le design system, la recette est un peu en place. On a posé les fondations. Donc, il y a des bonnes bases déjà qui sont là. La prochaine étape, je me dis, OK, bon, maintenant, il faut travailler sur la recherche. Un peu en amont, comprendre, etc. Et là, il y a un nouveau projet qui est... non, c'est même pas ça. C'est que le nouveau projet est dédié suite à la recherche. En fait, on se dit, on a le market qui fonctionne bien, mais on veut comprendre comment les utilisateurs utilisent notre market. Et donc là, on va lancer notre première recherche. Et en fait, au même moment, j'apprends qu'en interne, il y a un pool d'utilisateurs qui est utilisé qui est là, qui est une sorte de compte Instagram qu'on a avec des utilisateurs qui sont prêts à répondre à nos questions. Aujourd'hui, c'est utilisé assez peu. Et en fait, la food réactive ce compte pour pouvoir le réutiliser de manière plus efficace versus des services en Typeform, etc.
Et en fait, j'apprends ça et je me greffe dessus en me disant, ok, c'est le bon moment. Et je me greffe dessus et je me dis, ok, bah en fait, nous, on va l'utiliser pour nos recherches. Donc, c'est un panel utilisateur qui va nous être utile, qu'on va pouvoir activer rapidement. Et là où j'avais commencé à faire un peu de recherche avec des surveys, etc., mais pas vraiment d'interview. C'est-à-dire que les surveys, c'était déjà dans la culture. Donc, on fait des surveys sur le produit, mais c'est intéressant, ça nous apporte plein d'insights. Mais je trouve l'interview beaucoup plus intéressante pour comprendre vraiment comment quelqu'un utilise le produit. Et donc, je me greffe dessus. Et en une semaine, c'est-à-dire à partir du moment où je décide de monter le test et le moment où je fais les interviews, il se déroule une semaine. Ce qui était hyper rapide pour moi parce que généralement ça prenait beaucoup plus de temps. Et en fait là, avec ce nouvel outil, en une semaine on peut activer des utilisateurs. Et là pareil, on apprend énormément de choses qui vont nourrir notre nouveau projet, qui est de dire comment on peut améliorer la navigation au sein du catalogue, parce qu'on se rend compte que c'est hyper painful. On sait que c'est painful, mais en fait l'interview va nous servir à comprendre pourquoi c'est painful. Et il y a plein de choses que moi j'imaginais pas, je comprends pourquoi il navigue comme ça, je me dis c'est fou, je pensais pas que c'était comme ça, etc. Et on corrige tout notre catalogue, donc c'est la navigation qui est là aujourd'hui à date, et qui est beaucoup plus fluide et qui corrige tout. Et ensuite je refais des interviews suite à cette nouvelle navigation, vraiment un peu de la même manière, en disant ok, on va refaire tout ce qu'on a fait pour voir si on a corrigé et tout. Et en fait on a corrigé quasiment tous les problèmes qu'on avait fait remonter au début. Et je vois qu'il y en a des nouveaux qui apparaissent toujours. Mais en tout cas, là, ressort, et même ce qui est intéressant, c'est que dans les reviews des apps qu'on a, ressort, l'application est hyper simple à utiliser, etc. Ce qui ne ressortait jamais avant. Et il y a tout ce truc où on a réussi à montrer que, en fait, en posant des questions, en s'intéressant vraiment au comportement des utilisateurs, en testant les solutions, et avec un design système clair qui nous permet d'avoir un design cohérent, sur toutes les plateformes et moderne dans sa DA, on arrive à faire quelque chose qui plaît aux utilisateurs et qui remonte dans les avis qu'ils nous donnent, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez également mettre en place avec vos livreurs ? Et justement, c'est quelque chose que moi j'aimerais mettre en place. C'est-à-dire que là, pareil, je suis tout seul. On a donc le produit pour les consommateurs et le produit pour tous nos livreurs. Et on se dit, ok, je peux pas faire tout. Donc on va faire d'abord, vu que je suis tout seul, je vais me concentrer sur le produit qui est lié aux consommateurs. Et les livreurs, ce que je vais être, c'est plutôt conseiller. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ils me posent des questions et je les aide, etc., etc. Mais je vais pas produire des choses et je peux pas réfléchir. Je peux juste donner des conseils. Quand on montre quelque chose, je peux dire si ça va ou ça va pas et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer rapidement. Et donc aujourd'hui, il y a ça. Et en fait, le design system, l'idée, c'est qu'il se servait aussi à toute l'app pour les livreurs. Et donc en fait, eux qui ont refondu certains écrans de l'app reprennent des éléments du design system. Et en fait, il y a des écrans qui sont faits sur notre application pour les consommateurs. On va réutiliser certains composants, genre la map, les pins, etc., etc., pour les injecter dans l'app livreur. Et donc on fait des petits parallèles comme ça. Donc il n'y a pas toute la réflexion qu'on peut avoir sur le produit, elle n'est pas du tout la même, mais j'essaye d'injecter comme ça les éléments et de créer une première hiérarchie. Donc par exemple sur Android, aujourd'hui ils ont une bibliothèque commune de composants, et ce qui fait qu'en fait quand un composant est changé sur consumer, en fait il est changé sur les livreurs également, et ainsi de suite. Donc en fait on commence à avoir des éléments partagés, en tout cas sur la DA, entre les apps. Et là maintenant qu'aujourd'hui on est 3, l'idée c'est aussi d'être un peu plus présent. Donc je posais un peu plus, enfin ils me challenge, ils me posent plus de questions, je suis un peu plus présent pour eux, etc. Mais bon, toujours pas avec la même force de frappe. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a ces petits parallèles qui se créent. Mais à terme, oui, on aimerait bien avoir quelque chose qu'on arrive à avoir les mêmes questions, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller, je me souviens d'interviewer, mais où ils allaient avec les livreurs, etc., d'avoir ce niveau-là pour nos livreurs. Après, comme je te disais, en fait... Tu parles de l'épisode avec Noémie qui disait que quand elle travaillait chez Hitch, elle allait directement voir les conducteurs pour discuter avec eux, pour savoir comment ils utilisent l'application, comment ils font les rides. C'est ça. Après, comme je te disais,
à Frishti, on est très user-centrique et c'est le cas aussi pour les livreurs. Et aussi, les PM qu'on a, même en interne, en fait, ce qui m'a aussi très impressionné à Frishti, c'est quand je suis arrivé, tout le monde était très bon sur le design. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, peut-être parce qu'il y a la marque au-dessus ou je sais pas, mais il y a plein de choses que j'avais l'habitude d'expliquer, que j'avais pas besoin d'expliquer. Et c'est pour ça aussi que des fois, en tant que conseiller, ça fonctionne bien aussi sur les livreurs parce que en fait, des fois, ils se débrouillent bien. Les devs sont. Ouais, parce que la culture très, design est déjà infusée. Et donc, du coup, exactement. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc en fait, après, je suis arrivé, je montrais tous les intérêts de choses qui n'étaient pas en place, mais en tout cas, il y a déjà cette culture-là qui était là. Tu vois, ils attendaient juste le design system. Ils savaient, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'était. Ils savaient ce que c'était. Ils l'attendaient. Pareil sur toutes les réflexions sur les tests, etc. Les PM savaient que ça existait. On attendait juste de pouvoir quelqu'un qui puisse le faire et nous dire comment le faire aussi. Tout est déjà là, quoi. Et donc ça a été assez simple à mettre en place en vrai, hein, parce qu'on a une culture très forte. Et ce qui fait que les échanges aussi avec les devs sont hyper intéressants et très proactifs. Parce qu'en fait, si quelque chose ne va pas, ils vont me challenger. Et moi, je vais pouvoir y répondre en disant et expliquer. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont on se nourrit tous mutuellement. Et on a tous cette envie de faire le meilleur produit possible. Et donc, quand quelque chose ne va pas, on va pas hésiter à le dire, quoi. Et si j'ai fait quelque chose de nul, je fais quelque chose de nul. Et si un développeur fait quelque chose qui va pas, on va le dire aussi. Ça arrive. Tout à l'heure, tu disais que maintenant vous êtes 3. Dans tout ce que tu expliquais, c'est que tout à l'heure, tu bossais vraiment sur des projets petit à petit parce que tu n'avais matériellement pas le temps. Comment aujourd'hui ton équipe est organisée maintenant que vous êtes 3? Et en fait, donc là aujourd'hui, c'est tout frais. Donc la manière dont on s'organise, c'est qu'on a un designer sur chaque squad. En tout cas, on essaye pour l'instant d'avoir des projets qui sont sur chaque squad. Et en fait, les projets, on peut en prendre. Forcément, notre force de frappe est plus forte. Et donc, on va pouvoir passer plus de temps à effectuer des recherches. Et donc, par exemple, je prenais l'exemple de la recherche, mais c'est Alban qui a fait ça. Donc, il a interviewé des utilisateurs, comprendre comment ils utilisent la recherche, etc., etc. Là où, si ça avait été moi tout seul, en fait, je sais que sur la roadmap, j'aurais assez peu eu le temps. Donc, ou quelqu'un d'autre l'aurait fait, ou on aurait dû bypass cette étape, quoi. Et donc là, on a plus le temps de bien comprendre les projets. Donc, par exemple, sur la recherche, c'est OK, on a fait des interviews, on a eu plein d'insights, etc. Là, on va essayer de réfléchir en fonction d'un concept car. Et en fonction de ce concept car, on va se dire OK, en fait, il y a ces grands pans-là qui remontent. Et on va travailler plutôt sur ce pan-là parce que c'est le plan le plus prioritaire. Et ensuite, on fera ce pan-là parce que c'est le pan qui est un peu moins prioritaire. Et celui-là, il est trop gros, on pourra pas le prendre, mais on le garde en tête parce que c'est hyper intéressant pour l'avenir. Si peut-être on fait ça ailleurs dans l'application, on pourra créer des parallèles, etc., etc., quoi. Et après, on passe en mode donc là, c'est la partie discussion ouverte. Et après, on passe un peu dans ce que j'appelle le mode build, où là, on va construire, on teste et on va plutôt creuser la UI, etc. Et peut-être après, si on estime qu'il y a besoin, on fera tester. Et voilà, quoi. Et avec ton équipe, quels sont les rituels que vous avez? Je pense beaucoup à la critique, à la review. Tu m'en parlais un petit peu pendant qu'on préparait l'émission. Oui. Comment vous travaillez ensemble sur cette partie-là où en fait vous confrontez vos idées et vous travaillez ensemble pour aller de l'avant? On a plusieurs points. On a un point en début de semaine où on check en gros un peu la to-do de chaque personne et pour vérifier qu'on est tous bien alignés. Et ensuite, on a un moment où donc moi, j'ai un peu un œil sur tout et je regarde aussi, je travaille aussi sur les projets. Et donc, moi, j'ai cette vision globale, mais on a un moment d'échange, ça s'appelle le showcase, où en gros, on se montre tout ce qu'on fait et on critique un peu les travails des uns et les travails des autres. Et en tout cas, nous, c'est assez fluide parce que j'ai déjà pitché un peu la manière dont moi je fais les reviews. En gros, il me semble que tu as un framework un peu particulier. Exactement. Et j'aimerais bien que tu en parles parce que je le trouve hyper intéressant. En gros, sur les reviews, je pense que ça vient aussi de ce que j'ai pu apprendre en agence. Puisque en agence, tu es toujours en train de te faire reviewer par tout le monde, que ce soit le chef de projet, encore
je trouve plus que dans le produit. Enfin, vraiment, déjà, tu as un DC qui est tout le temps là à vérifier, un directeur de création. Alors peut-être que, je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était ça. C'est un peu en fait, comme le digital c'était un peu nouveau, ça s'incluait dans des méthodes qui étaient plus liées à la pub, donc qui sont clairement pas adaptées au produit, mais tu montrais tes designs à un directeur de création. Généralement, en plus, moi, tous les directeurs de création étaient pas spécialisés dans le digital, avaient ou un regard très pub ou un regard très brand, etc. Ce qui fait que j'étais aussi assez libre d'une certaine manière. En tout cas, t'étais toujours jugé constamment sur ce que tu faisais. Et donc, ça t'apprend aussi à prendre les feedbacks et à te dire aussi que, en fait, quand t'es jugé, t'es pas jugé sur. C'est pas toi qu'on juge, mais c'est ton travail. C'est déjà une première étape parce qu'il y a beaucoup de designers, quand on leur fait des feedbacks, ils le prennent beaucoup pour eux. Parce qu'en fait, t'as mis du tien dans ton design, t'as mis du tien, t'y as réfléchi, t'y as passé du temps et ça fait toujours mal quand on te dit que ça va pas. Et donc en fait là, à Mythic, parce qu'il y avait un besoin aussi où les feedbacks qui venaient un peu dans tous les sens, etc. J'ai construit une sorte un framework très simple. En gros, il y a 4 cases. La première, c'est la case like. En gros, quand tu fais un feedback, il faut d'abord que tu dises ce que tu aimes. Toujours. On commence toujours par le positif. Parce que déjà ça met dans un beau mood. En plus, on peut rigoler des fois, et donc en fait après, ça passe beaucoup mieux la suite. Et en plus, ça permet surtout de valider des choses, parce qu'on a toujours tendance en tant qu'humain à focaliser sur le mauvais, des fois quand on fait des feedbacks. Et en fait, des fois, on ressort d'une réunion. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en agence, je ressortais de la réunion, j'étais encore plus perdu que quand je suis rentré. Je savais même pas si j'avais des choses qui étaient validées dans ce que j'avais fait. Et donc là, en fait, ça permet de valider des choses, se dire, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je sais que très rapidement, 80% de ce que j'ai présenté, c'est bon. Mais il y a 10% qui sont pas bien. Et ça intervient dans la deuxième case, qui est la case de, le dislike. Et donc le dislike, il a une condition, c'est que tu dois expliquer à chaque fois pourquoi. Tu peux pas dire juste j'aime pas, c'est pas possible. Ce qui, des fois, arrive. On te dit, moi ça m'arrive plus trop, parce que je creuse, mais en tout cas, tu dois te dire pourquoi t'aimes pas. Et même si tu sais pas pourquoi, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que t'aimes pas. Tu vas creuser, etc. Et même si des fois je vois que la personne arrive pas à dire il y a quelque chose qui va pas là, qu'est-ce qui va pas, est-ce que tu trouves que c'est pas assez cliquable, est-ce que tu trouves que la marque est pas assez présente, etc., d'essayer de creuser, de comprendre pourquoi. Donc là, ça me permet de comprendre ce qui va pas et pourquoi. J'ai la troisième case qui est la case des idées. En fait, je vais te présenter quelque chose, mais peut-être que toi, ça va activer des idées chez toi, et peut-être tu vas te dire, ah mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça plus tôt, etc., etc. Et ce qui vient nourrir une conversation. Et donc, pas plus tard que tout à l'heure, par exemple, à une réunion, on se dit, il y a ça, le PM parle de quelque chose, je me dis, attends, mais t'as raison, on fait une remarque en me disant, ça, c'est remonté que ça allait pas, etc. Je fais, ah oui, mais t'as raison. Donc là, c'est moi qui vais nourrir le cas d'idée en disant, mais attends, au lieu de le mettre là, en fait, on ferait mieux de le mettre là, etc. Mais des fois, ça vient nourrir comme ça la discussion. Donc c'est là où on remplit cette case-là. Et enfin, il y a la dernière case qui est la case des questions. Où là, en fait, je vais te présenter quelque chose, mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc tu vas me poser des questions. C'est pas que tu n'aimes pas, c'est que tu sais pas, c'est que tu comprends pas. Donc là, tu vas me poser la question. Et des fois, en répondant à ta question, tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est cool. Ok, d'accord, j'avais pas compris ça. Et c'est validé. Ou inversement, attends, mais en fait, non, c'est nul. Ça va pas parce que, etc. Et donc là, ça rentre dans la case du dislike. Et enfin, il y a une dernière case bonus qui est la case du parking, qui est en fait la case où des fois, maintenant ça arrive plus trop, mais des fois ça arrivait que on montre quelque chose, on review quelque chose, et on va parler d'un élément qui n'a rien à voir avec ce qu'on review. En fait, moi, c'est pas du tout ce que je veux valider, quoi. Mais ça fait remonter une question plus loin, etc. Et donc là, ça rentre dans la case parking, c'est un peu un insight en disant, ok, je vais le garder pour plus tard, et peut-être qu'on pourra le traiter, etc., etc., quoi. Ça, c'est un peu la manière dont on fait des retours. Et donc, en fait, au début, quand je suis arrivé, j'ai un peu mis ça en place, et surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, ça se fait plus naturellement. En tout cas, je construis comme ça plus naturellement à l'oral. Mais à l'écrit, c'est très important quand on fait à l'écrit. Vraiment, c'est des cases, tu réponds d'abord par ça, par ça, par ça. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, j'ai plus trop besoin de ce framework parce qu'en fait,
sauf si c'est des gens avec qui j'ai pas encore eu des reviews, mais en tout cas avec les gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger, ça se fait naturellement en disant ok d'accord, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Par contre ça peut-être qu'on pourrait améliorer parce que etc. Attends mais ça me donne une idée et comment en fait ça se fait de manière naturelle et c'est beaucoup plus agréable de prendre de montrer des choses quoi, parce qu'on sait que ça on va pas ressortir énervé de la pièce quoi. Ouais, et puis tu vas sortir ce que tu disais tout à l'heure au moins avec 80% de ce que tu vas garder. Exactement. Et le reste sur lequel tu vas réfléchir. Tu parlais des PM, du coup, ce qui fait que quand vous faites une review, vous n'êtes pas que entre designers, vous faites aussi avec des PM, vous faites avec aussi d'autres postes. On fait des reviews, par exemple sur le showcase, c'est entre designers, mais par exemple, on pourrait potentiellement inviter les PM. Et ensuite, on a des points de synchro avec les PM sur les sujets, où là, on va se montrer les choses, etc. etc. Et là, c'est pareil, eux te font le même. Pareil, voilà, on review ensemble et on essaye d'expliquer les choses, sachant que généralement, le projet, on discute beaucoup en fait. On a une culture très orale à Frishti, on discute beaucoup. Et en fait, par exemple, sur les sujets, on se montre beaucoup de choses, même des prototypes. On n'a pas peur de se montrer des trucs très, très, très rough. Et pareil aussi, quelque chose quand je suis arrivé qui était pas que j'ai un peu mis en place entre guillemets quoi, qui était le fait de juger sur des wireframes très low. C'est-à-dire que ils avaient l'habitude de juger sur des designs quasi def à chaque fois. C'était une perte de temps folle. Moi je disais, je passe pas du temps sur un design si en fait on n'est même pas sûr de ce qu'on fait ou s'il y a plusieurs solutions, etc. Et c'est aussi là où le fait de faire plein de solutions, on va creuser des trucs très low, etc. Donc on teste des wireframes des fois vraiment très 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 low, mais ça nous permet d'avoir des premiers tu les testes aussi avec des utilisateurs ou tu les testes plutôt en interne? Je les teste en interne et aussi avec des utilisateurs. Ça m'est arrivé de tester des wireframes avec des utilisateurs avec le bon niveau d'injection pour qu'ils puissent se projeter. Parce que c'est pas des carrés gris mais j'injecte le minimum quand même. J'allais te poser la question pour ça parce que je sais que des fois les personnes n'ont pas le niveau d'abstraction nécessaire pour se dire ah oui ok c'est plus ah bah là je comprends pas mais normalement c'est un bouton de couleur, là il est gris, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est low dans le sens où c'est pas du tout def, mais c'est par exemple on a des emojis à la place d'images où on a quand même des carrés gris, les couleurs sont pas def, mais en tout cas on peut quand même tester des choses. Et le fait de se montrer des trucs low, ça permet d'avoir des discussions qui sont plus profondes sur la fonction, sur l'expérience en fait en elle-même. Et ce qui nous permet, une fois qu'on a validé tout ça, en fait, on est tous finalement un peu alignés sur ok, c'est ça qu'on veut faire. Là, on va creuser un peu la partie UI, mais on sait on sait déjà à quoi ça ressemblait. Donc généralement la UI derrière, elle change pas. Quoique ça dépend. Mais en tout cas, tu retrouves un peu les bigs que t'as l'habitude, et donc quand ils voient les choses. On est plus là sur des discussions sur la UI. On a fait abstraction de tout ce qui était lié à la fonctionnalité, et donc on a des débats qui sont un peu plus justes aussi, où quand on présente un truc tout fait, en fait là on va parler, je sais plus si je parle de la UI, je sais plus si je parle de l'XP en elle-même, etc. On a des débats qui sont plus justes, et donc on avance aussi plus vite quoi. Et avec le framework, c'est beaucoup plus agréable. On se dit ok, ça c'est bon dans la UI, ok, ça c'est tout bon là-dessus. On sait que ça fonctionne comme ça, et donc en fait il y a juste peut-être que ça on comprend pas très bien comment on pourrait l'améliorer, et ça va beaucoup plus vite quoi. Et une fois que tout le monde est aligné, ça part en test utilisateur haute fidélité pour s'assurer une dernière fois que tout est bon. C'est ça part pas tout le temps. C'est en fait des fois. Qu'est-ce qui détermine C'est un peu. Alors moi en fait. Je suis pas peut-être parce que aussi je viens d'agence, mais je teste quand j'ai un doute. C'est-à-dire qu'en fait, pas quand j'ai un doute, mais quand on a un doute. C'est-à-dire j'ai toujours ce truc-là de dire ok, des fois je sais que ça c'est juste parce que en fait je l'ai fait 50 fois et je sais que j'ai pas besoin de le retester, je sais quel feedback je vais avoir. Mais des fois, on a, que ce soit même pas moi, mais d'autres, un petit doute. Et à ce moment-là, on teste parce que là on estime que on n'a pas en fait on sait pas, et quand on sait pas on teste, et généralement comme on a testé en amont déjà on a les problématiques, en plus on a fait potentiellement tester des wireframes un peu low, mid, etc.
en fait, après, c'est juste de la UI. Et on se dit des fois sur la UI, ça vaut pas le coup de tester parce qu'en fait, finalement, ça ressemble à ce qu'on a fait tester avant. Là, c'est juste on a finalement appliqué notre couche Frishti dessus et on va pas avoir de learning intéressant, etc. Mais par exemple, sur le travail sur Kitchen Market, là où c'était une identité tellement forte qu'on s'est dit il faut qu'on le teste parce que on a un doute, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et donc là, on va le tester. Mais on essaie de tester aussi de manière intelligente, aussi parce que on n'a pas la bande passante pour tout tester. Donc on va tester ce qu'on estime pertinent. Si peut-être j'avais encore plus de monde, peut-être que là on pourrait se dire ok, on prend le temps de tester parce que en vrai ça vaut le coup. Mais là il y a des problématiques un peu opérationnelles derrière aussi. Je comprends tout à fait. Je pense que c'est une bonne conclusion d'épisode de tout ce que tu viens de raconter. Et je pense aussi que c'est une bonne chose parce que je sais que tu sais que l'épisode que je pose à la fin, à chaque fois, c'est est-ce que tu as des ressources à nous proposer? Oui. Et je sais que tu as quelques ressources. J'ai vu que tu avais posé un livre début d'épisode. J'en ai plusieurs. Et je pense que c'est une bonne transition de ce bouquin quand on parle de doute. Ouais. Donc je te laisse le présenter. C'est un livre de Olivier Sibony qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur. Combattre les biais cognitifs pour prendre les meilleures décisions. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'en fait, Olivier Sibony, il travaille surtout pour pour la stratégie d'entreprise. Et donc, il parle surtout aux chefs d'entreprise, etc. Ou aux managers. Mais c'est intéressant à notre niveau sur comprendre comment, les biais peuvent impacter nos décisions. Et surtout en tant que designer, où des fois, vu qu'on travaille, on doit des fois défendre un peu nos propres créations, etc. Comment on arrive à pas tomber dans des biais, etc. Par exemple, le biais d'aversion à la perte, ça c'est un truc qui peut arriver souvent. On se dit, attends, j'ai passé du temps sur mon design, je vais pas tout refaire, etc. Alors qu'en fait, si, parce que ça va pas. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup parce qu'en fait, je me remets souvent en doute. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment... quelqu'un me dit que ça va pas, il a peut-être raison. Et donc là, vraiment, je vais tout remettre en question, ma vie entière, et je me dis non, en fait non, il a tort, c'est faux, c'est plutôt juste, etc. Ou ok, peut-être qu'il a raison, à ce moment-là faut tester, etc. Mais ce qui permet de prendre un peu de recul sur nos décisions, je conseille à tout le monde. C'est lié sur les chefs d'entreprise, mais il y a plein de choses sur l'effet de halo et qui peuvent aussi être utilisées aussi des fois au sein du produit. Je m'étais aussi noté d'autres références assez sympas qui étaient 2 bouquins qui sont un peu mes basiques à moi, qui étaient Universal Principle of Design et Universal Method of Design, avec c'est 125 à peu près, je crois, listes de principes de design. Il y a tout Gestalt, etc. à l'intérieur, mais qui est intéressant, où des fois je réapprends des choses, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Et sur les méthodes, aussi sur plein de méthodes à appliquer sur des workshops, enfin même sur par exemple il y a les tests utilisateurs à l'intérieur, etc. Il y a énormément de choses, beaucoup de fois qu'on n'utilise pas mais qui sont quand même intéressantes. Et après je m'étais noté des choses qui n'étaient pas des livres. J'essaie d'être un peu disruptif parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qu'on connaît tous, qui étaient Sketchmonkey, je sais pas si tu connais sur YouTube, que moi j'aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui analyse les designs de voitures. C'est un designer de voitures en fait. Et il analyse les designs de voitures. Et moi, je sais que je m'inspire beaucoup de ce qui est en dehors du produit. Et j'adore par exemple le design de voitures. En fait, genre les motorisations, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment, V8, V12, peu importe. Mais par contre, toute la réflexion produit autour de la voiture, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien la manière dont, par exemple, tu peux avoir, entre guillemets, des design systems dans les voitures où on va réutiliser les mêmes phares. On a des composants, par exemple, chez Citroën, tu as genre les composants pour ouvrir les vitres. C'est les mêmes qu'ils utilisent dans toutes les voitures, même au sein de Stellantis. Donc en fait, dans Peugeot, une Citroën, tu vas retrouver les mêmes composants, etc. Et en fait, j'aime bien tous ces parallèles qu'on a avec la voiture. Et en fait, lui, il est intéressant parce que il analyse... les designs de voitures, il les explique, et donc c'est hyper intéressant, je trouve, ça sur les mouvements. Et moi, ça m'inspire beaucoup, par exemple, sur la manière dont je peux designer une interface. C'est vraiment purement DA, mais le feeling que tu peux avoir avec l'interface. Donc, je conseille à tous parce que c'est assez cool de parler de design, mais sur autre chose. Je m'étais aussi noté 2 dernières choses qui étaient... alors, c'est Jen Manchung Wong sur Twitter,
qui est assez drôle parce qu'en fait, c'est une développeuse, mais qui hack les apps pour découvrir tout ce qui est en bêta. Et ça me fait marrer à chaque fois parce que elle ressort des trucs genre 6 mois avant que ça sorte, quoi. Et donc, c'est un peu intéressant pour se tenir au courant de ce qu'il fait des fois dans le produit en disant ok, d'accord, ils sont en train de tester ça. Par exemple, on sait que Uber Eats, ils sont en train de tester des stories depuis un moment. Là, je crois qu'ils ont commencé à tester ça, là. C'est des stories de restaurants pour être au courant de ce qui se passe dans un restaurant. Donc en fait, ça permet des fois ça me rappelle une application, ça. Au courant. C'est vrai, exactement. Et ça permet d'être au courant de ce qui se passe un peu dans le produit. Alors, elle fait beaucoup de Twitter parce qu'elle aime bien Twitter et que Twitter peut tester beaucoup de choses. Par exemple, Twitter Blue, c'est elle qui a fait sortir le truc et tout. Donc la version payante de Twitter. Ouais, c'est ça. Donc intéressante à suivre pour se tenir un peu au courant des nouveautés qui vont sortir dans 6 mois. Et Shit User Story aussi qui me fait marrer sur Twitter, qui en fait reprend le principe des User Story, mais à chaque fois sur les trucs négatifs au sein des produits. Donc, je vous laisse découvrir parce que c'est assez drôle, moi ça me fait bien marrer. Et ça met en avant des fois des dark patterns qu'on a ou qu'on a oubliés. Ou même il y a des fois des choses, je me dis mais c'est vrai, j'avais oublié. En fait, ce truc-là, on le fait parce qu'il faut augmenter notre KPI, mais en fait, c'est pas bien en vrai ce truc-là. Et il y a plein de choses comme ça que je trouve intéressant sur ce compte-là. Et je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, toutes les personnes qui veulent le retrouver pourront le retrouver. Aymeric, si quelqu'un veut te contacter, on les renvoie vers quoi? LinkedIn, Twitter? Alors je suis assez peu présent sur les réseaux, mais vers Twitter ou LinkedIn, ça peut être bien. En fait, mon compte Twitter, il me sert essentiellement à follow, mais pourquoi pas si vous voulez échanger. Et mon compte LinkedIn, c'est un peu pareil aussi, mais il me sert plus à échanger avec les gens. Donc sur ces deux réseaux-là, pourquoi pas. Et parfait, je les mettrai aussi dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Aymeric, pour cette heure et demie où tu as parlé de tout ton parcours et de tout ce que tu as fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai hâte de le partager. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.